Alors, Oui, on alors, entend bien. Excusez, j'avais quitté mon par- poste. parfait, pas de problème. Alors, comme l'animatrice l'a dit, j'ai fait ma thèse sur les sels de boirie et leur influence sur les micro-organismes d'eau douce. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'étude du bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles. Et un portrait aussi un peu plus, une introduction un peu plus générale aux sels de boirie. OK. Les sels de boirie, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart, c'est du chlorure de sodium qu'on épand et en quantité un peu plus minimale, on peut aussi épandre d'autres sels de chlorure comme le chlorure de calcium, de magnésium ou de potassium. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est surtout une question de quantité parce qu'au Québec, à chaque année, on épand plus d'1 million de tonnes de sel sur nos routes. Par contre, ça, c'est ce qu'on pense a priori. Les sels de voirie, c'est pas que les routes. Les sels, on les épand aussi sur les stationnements, que ce soit à la maison ou public, sur les trottoirs. Le sel peut aussi s'échapper, mais moi maintenant, on va en reparler des dépôts à sel et de la manutention pour remplir les camions, etc. Et ils sont aussi étendus comme à bas poussière pendant l'été. Les sels de voirie, ils sont aussi problématiques parce qu'ils ne vont pas rester là où on les épand. Par définition, les sels, c'est soluble dans l'eau et ils vont donc être transportés avec l'eau. Donc, premièrement, de leur source principale des routes vers la neige qui est en bordure des routes. Finalement, de cette neige-là, vers les rivières via le ruissellement de surface. Ou dans d'autres conditions, l'eau salée va pouvoir percoler dans les sols et contaminer l'eau souterraine. Et aussi, l'eau souterraine va pouvoir recontaminer les rivières. On peut aussi avoir un passage direct du sel vers les rivières, par exemple aux endroits où il y a des ponts. Une fois que les sels sont dans les rivières, ils peuvent être mobilisés vers des lacs lorsque les rivières sont tributaires, par exemple la rivière des Hurons, ou directement vers l'estuaire, comme c'est le cas avec la rivière Saint-Charles. Et dans les lacs, ils peuvent aussi revenir dans les rivières, comme par exemple quand les sels passent du lac Saint-Charles à la rivière Saint-Charles. Donc, beaucoup de mouvements de sels. Ce que je présente ici, c'est un résultat d'un chapitre de ma thèse. Donc, ce qu'on voit en haut, et c'est la ligne qui m'intéresse le plus, c'est la ligne pointillée, qui correspond à la hauteur de neige au sol. Donc, et ça nous a permis de repérer les 3 événements de fonte majeurs, là où les flèches sont. Ce qu'on a sur le graphique du bas, c'est la conductivité du lac Saint-Charles, qui est donc un indicateur de la quantité totale de sel qu'il y a dans le lac en fonction de la profondeur du lac, donc les différentes nuances de gris, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, ce que je veux surtout que vous remarquiez, c'est que la plus grosse augmentation de la quantité de sel dans le lac se fait à la fonte totale de la neige au printemps. Mais aussi une augmentation de la conductivité pendant l'hiver dans des redoux printaniers qui ont eu lieu au début mars et à la fin mars. Donc, c'est pas seulement au printemps et ça peut arriver de plus en plus souvent avec les changements climatiques qui causent des redoux pendant l'hiver. Alors, pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce que ça va changer la quantité d'ions qui se trouvent dans l'eau, mais parce que c'est principalement les ions sodium et chlorure, on va aussi modifier qualitativement l'eau. Donc, ici, ce que je présente, c'est encore une fois des résultats de ma thèse qui comparent la concentration des ions en fonction de la quantité totale d'ions pour 2 catégories de rivières, et ce sont des rivières qui se trouvent dans le bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles. Donc, quand on est dans les zones forestières, on retrouve beaucoup moins de sel en quantité que lorsqu'on est dans les rivières qui sont en zone urbaine. Et aussi, je voudrais que vous remarquiez que l'échelle est log, donc vraiment une différence qui est assez conséquente.
Concernant la composition chimique de l'eau, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est la différence de composition de l'eau entre les rivières forestières tout à droite et les rivières urbaines tout à gauche, qui, au lieu d'être dominées par le calcium, sont maintenant dominées par le chlorure et le sodium. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est problématique? Dans les rivières, les problèmes, ils vont être plus transitoires, parce que même si on observe une augmentation à travers les années, le plus gros de la contamination se fait sur quelques jours à quelques semaines et c'est un transitoire. Mais c'est des concentrations qui sont très élevées. Dans les lacs, ça va être une problématique à long terme. On parle de mois et d'années selon le temps de résidence. Mais on a des concentrations qui sont plus faibles dues à la grande dilution. Donc, des problématiques qui sont différentes dans les rivières et dans les lacs, et je vais me concentrer surtout dans les lacs pour la suite. Donc, au Québec et au Canada, et c'est le cas aussi aux États-Unis, il existe des critères de protection qui sont des recommandations d'organismes pour protéger la vie aquatique. Au Québec, pour le long terme, il s'agit de 230 mg de chlorure par litre et au Canada, de 120. À titre de comparaison, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les ions, ça ne veut rien dire ces chiffres-là. Dans les basses terres du Saint-Laurent, on a à peu près 10 mg de chlorure par litre dans les rivières, dans les lacs. Dans le bouclier canadien, environ 0,5 mg de chlorure par litre. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la région de Québec. Au lac Saint-Charles, on est déjà à 30 mg de chlorure par litre, ou dans ces eaux-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas les données au jour le jour, là, mais dans les ordres de grandeur. Donc, on parle quand même d'une augmentation conséquente. Et au lac Clément, on flirte dangereusement avec le critère de protection canadien. Et peut-être que même maintenant, on l'a dépassé. Donc, maintenant, par rapport aux critères de protection de la vie aquatique, j'ai fait une présentation avec Agiro sur pourquoi les critères de protection de la vie aquatique ne protègent pas adéquatement les organismes d'eau douce. Et en résumé, ce sont des critères qui ont été développés avec des données qui existaient déjà, qui viennent de tests de survie sur quelques espèces seulement. Et donc, c'est comme si on avait les résultats pour des rats de laboratoire et qu'on essayait d'extrapoler ces résultats-là à toutes les espèces de mammifères qui existent sur Terre. Donc, un peu de problème ici, on ne peut pas savoir vraiment comment réagissent les espèces en milieu naturel. Aussi, il n'y a eu aucune considération des effets des interactions écologiques. Par exemple, un prédateur qui serait jugé tolérant par ce critère-là pourrait quand même voir sa population s'effondrer si sa proie est très sensible au sel. Et ça, ce n'est pas considéré par les critères de protection. Et finalement, il y a des études récentes sur d'autres espèces que celles qui ont été utilisées pour développer les critères qui montrent qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Donc, ce que je présente ici, c'est une étude d'une université qui vient de l'Université Queen's en Ontario, à laquelle j'ai participé. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, ils ont exposé une communauté de zooplancton. Donc, c'est ceux qui vont manger les microalgues, dont les cyanobactéries, et qui vont ensuite servir de nourriture, par exemple, aux poissons. À différentes concentrations de sel, de la concentration ambiante qui était de l'ordre de 0,5, donc comme on s'attendrait au lac Saint-Charles, jusqu'à 1,5 g par litre, donc beaucoup de sel. Et la ligne pointillée verticale sur les graphiques représente le critère canadien, parce que c'est une étude d'Ontario, de 120 mg par litre. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que toutes les mesures, donc, que ce soit l'abondance totale, la biomasse totale, l'abondance de 3 différents groupes de zooplancton et la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces, a diminué de façon significative, et ce, même avant qu'on atteigne le critère de protection. Donc, en gros, le message ici à retenir, ce serait que sous les seuils, ça ne veut pas dire que c'est protégé ou qu'il n'y a aucun effet. On le voit sur ces graphiques, c'est quelque chose qui est graduel et on ne doit pas
considérer les critères de protection de la vie aquatique comme une valeur de en dessous c'est correct, au-dessus c'est un problème. Maintenant, si c'est un problème et qu'on ne veut pas dépasser certains seuils, comment on fait pour réduire les chlorures une fois qu'ils sont sur le territoire? Ici, c'est une schématisation très, très schématisée d'un lac où on a de l'eau avec des sels, ici représentés par les ronds oranges, qui arrivent dans un lac et qui repartent par l'exutoire. Ce qu'on pourrait s'attendre, c'est que la quantité totale de sel qui entre va sortir à l'exutoire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On observe une accumulation à long terme des sels dans les lacs et c'est dû à des processus internes qui arrivent dans les lacs, dont l'influence des sels sur les processus de mélange. Et naturellement, les concentrations vont aussi être influencées par les changements de quantité d'eau, que ce soit par l'évaporation, la précipitation, l'arrivée d'eau de fonte, de neige, etc. Donc, c'est naturellement va varier, mais a tendance à s'accumuler. Est-ce qu'on peut réduire les chlorures par traitement? Eh bien, les traitements in situ, Patrick et Paquet vont nous en parler dans la présentation qui suit. C'est quelque chose qui est en essor. C'est quelque chose qui est peu pratiqué. C'est quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent et qui est très utile localement, c'est-à-dire pour un lac précis comme le lac Clément qui est en très mauvais état par rapport à cette problématique-là, qui peut servir, mais ce n'est pas une pratique qu'on peut étendre à l'entièreté d'un territoire pour protéger les plans d'eau. On peut aussi traiter l'eau à l'usine, mais s'il y a des gens dans la salle qui travaillent à l'usine ne vont pas demain matin ouvrir un traitement d'eau salée parce que c'est des processus qui sont complexes et coûteux à mettre en place. Donc, la meilleure solution, c'est quoi? C'est gérer les chlorures à la source. Donc, utiliser moins de sel de voirie. C'est la technique qui est utilisée en ce moment par la Ville de Québec, qui est utilisée par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui mettent en place des mesures pour utiliser les sels de voirie seulement où et quand c'est nécessaire, et la quantité nécessaire seulement. Par exemple, on peut améliorer les équipements d'épandage, par exemple les camions. On peut sensibiliser les travailleurs du domaine pour qu'ils fassent plus attention. On peut utiliser des techniques comme le pré-mouillage qui permettent d'augmenter l'efficacité du sel puis de réduire sa perte à la source. On peut améliorer les infrastructures d'entreposage des sels de voirie pour éviter les pertes à l'entreposage et d'autres initiatives comme par exemple les écoroutes d'hiver. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont mises en place et qui peuvent être mises en place pour réduire les chlorures et il y en a plein d'autres qui sont en train d'être développées. Donc, des pas dans la bonne direction. Sur ce, merci pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir en quoi consistait exactement la technique de pré-mouillage. Donc, le pré-mouillage, c'est une technique qui utilise, vous avez tous déjà vu les sels, c'est un peu comme des petites roches, le sel de voirie. Donc, le pré-mouillage, ce que ça fait, c'est que ça les mouille dans une saumure. Souvent, c'est une saumure de chlorure de magnésium, donc un liquide. Et ce que ça va faire, c'est que ça va leur permettre d'adhérer à la chaussée. Donc, ils vont être plus efficaces parce qu'ils vont déjà être mouillés. Et le calcium aussi, le chlorure de calcium est efficace à des températures qui sont plus froides. Est efficace à des températures plus froides que le chlorure de sodium. Donc, ça va aider encore à ce niveau-là. Et ça va leur permettre d'être moins... Parce que le sel, quand les voitures ils passent dessus, ils vont juste les jeter sur le côté de la route. C'est comme si les petites roches ils vont voler. Et si elles sont adhérées à la chaussée, elles ont plus de chances de rester sur la route là où on voudrait qu'ils soient pour être efficaces. Je vais me permettre une petite question complémentaire. C'est quoi les freins qui limitent d'avoir recours à cette technique-là de façon intensive ou régulière?
C'est quelque chose qui est c'est répandu, c'est déjà répandu. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de changer l'équipement d'épandage. Tous les camions ne sont pas équipés pour prémouiller le sel. Donc, c'est une dépense quand même conséquente de renouveler le parc de camions, ou du moins de les équiper de cette technologie-là. Il y a aussi que c'est une solution qui permet d'utiliser moins de sel, mais on s'entend que ça utilise quand même du sel. Donc, c'est aussi une solution qui doit être mariée à d'autres solutions. Y a-t-il d'autres questions? Non, bien, on vous remercie beaucoup pour votre présentation, Mme Fournier. C'est bien.